Bonjour à tous, nous sommes dans notre 19e AfterTech qui donne directement suite pour nous, parce qu'on est sur Twitch comme d'habitude, à la V2 Tech. Là on a parlé un petit peu en off, on vous a épargné la question de ce que les gens ont bien aimé, pas aimé. Globalement, ça a piqué la curiosité, c'est ce qu'on va en retenir. Aujourd'hui on se retrouve en tout cas pour la 19e AfterTech. On va avoir du jonglage, parce qu'on va parler d'architecture traditionnelle. Et là, vous le sentez venir, je vais avoir du visuel à vous montrer, je vais avoir beaucoup de termes, on va remonter dans l'histoire du Japon. Ça va être artistique, on va jongler dans tous les sens. On va vous parler de trucs, je vais changer de scène, boum, bim, bam, ça va y aller. Ça risque d'être brouillon, voilà, c'est dit, c'est les termes, ça va être brouillon. Ça va être brouillon, bien évidemment. Nous, en fin d'épisode, en fin d'AfterTech, là, en live sur Twitch, on va voter pour le prochain thème. Vous pouvez retrouver actuellement tous les thèmes sur Discord dans la rubrique sujet d'AfterTech. Vous avez tout ce qui a été écrit dedans. On met à chaque fois en sondage à la fin les thèmes qui me chauffent le plus. Et donc du coup, à la fin de l'AfterTech, vous votez pour le thème dont vous avez envie qu'on parle dans 2 semaines. Vous avez le droit de claquer vos points de chaîne. Zéro limite, à part le temps qui vous est alloué. Donc ça, ce sera en fin d'épisode. Et donc là, on va essayer de parler sans esbrouf, sans que ce soit trop dégueulasse, d'architecture japonaise. Tenez-vous bien. Bien évidemment, comme chaque semaine, notre source principale, c'est Wikipédia. Mais du coup, ils ont des belles images également, donc je vais souvent jongler avec. Vous voyez, regardez, jongle numéro 1, pouf, voilà, architecture japonaise. Et là, on est sur Wikipédia, mais vous voyez, il y a des belles images. Vous voyez, des fois, je vais jongler, je vais vous faire, regardez ça, c'est beau. Et effectivement, réaction normale, c'est beau. Et c'est quoi? C'est traditionnel et c'est japonais. Voici mon calvaire de la soirée. Oh la belle transition. Tout est nickel. Tout est nickel. En tout cas, tenez-vous prêts parce qu'on va remonter au XIIe siècle, un peu près du Japon, dans ces eaux-là. Enfin, XIIe siècle. C'était tellement beau à voir en vrai partout là-bas. C'est vrai que Atom a déjà visité le Japon, il nous a foutu le seum, il nous a partagé plein de photos sur Discord. J'avais envie de pleurer. J'aurais encore envie de pleurer aujourd'hui. Mais voilà. On va parler globalement de l'architecture traditionnelle japonaise. Donc on va oublier un peu le côté moderne. Donc on va s'éloigner des villes. Et l'architecture traditionnelle du Japon, une fois n'est pas coutume, on la doit à la Chine. Vous vous souvenez, on en a parlé plein de fois. La Chine a débarqué à peu près au 5e siècle au Japon, a amené la langue chinoise, l'écrit chinois, a amené le bouddhisme et tous ces spiritualismes qui vont avec. Et les Japonais, eux, ont tout réadapté à leur sauce, bien évidemment. Et en plus de tout ce qu'ils ont ramené, ils ont également ramené leur technique d'architecture. Donc, le Japon traditionnel qu'on aime tant, on le doit essentiellement encore aux Chinois au 5e siècle, bien évidemment avec les variantes que ça a entraîné jusqu'à aujourd'hui, comme toujours, parce que les Japonais n'aiment en faire qu'à leur sauce. Donc, ces premières formes d'architecture, avec ces arches en bois, sont apparues à ces moments-là. Aujourd'hui, l'architecture traditionnelle qu'on va pouvoir retrouver vont se situer sur un tout petit nombre de bâtiments. Ça va être essentiellement les châteaux. Les châteaux sont à peu près tous de cette période-là et donc sont dans ces styles. Les maisons de thé, ça fait très particulier à dire pour nous, mais les maisons de thé du coup, ça a une architecture à part et c'est une architecture traditionnelle. Vous allez également retrouver les temples bouddhistes.
On revient toujours au bouddhisme ramené par les Chinois au 5e siècle. Et les sanctuaires shinto. Donc le shintoïsme qui est la variation qui a été créée par les Japonais, donc avec un autre mouvement de pensée que le bouddhisme. Et donc tout ça, ça va avoir un style qui s'appelle le Shinden Zukuri. Le Shinden Zukuri, on reviendra dessus après, parce que c'est tout un truc à part. Et donc comme je vous l'ai montré, voici par exemple un temple. Voici par exemple un temple construit sur l'eau, donc c'est celui-là que je vous ai montré juste avant en présentation de zonglage. Et donc, les architectures sont souvent surélevées au sol, parce que animaux, rampants, mouvements de terrain, ce genre de choses. Donc on va retrouver très souvent des constructions sur pilotis. On va souvent retrouver des structures en bois et des toits qui vont avoir des différentes structures. On peut en retrouver en chaume, en tuiles, en paille, en pierre, selon les lieux. Et on va souvent aussi retrouver des inclinations très particulières pour faire en sorte que la pluie et la neige ne stagnent pas sur les plafonds, donc pour éviter les infiltrations d'eau et surtout la stagnation du poids. Donc généralement, tous les toits ont entre 40 et 60 degrés d'inclinaison. Et ouf hein, quand même, hein, jusqu'où ça va. Entre 40 et 60 degrés d'inclinaison. L'architecture japonaise vient de Chine, donc du coup, on parle également d'architecture chinoise. Et donc du coup, on va mélanger les deux. On va avoir, il y a beaucoup d'informations. Alors beaucoup de choses à mélanger. Le bois étant l'outil principal de toutes ces constructions. On est quand même du 5e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans ce style-là. Et donc on va avoir beaucoup de poteaux, beaucoup de structures hors sol, avec des très grands toits. Et on peut même retrouver des plans très détaillés de ces structures dont je vous parlais. Donc vous voyez par exemple l'inclinaison de ces toits qui permettent à la pluie et donc du coup à la neige de tomber facilement et d'éviter les infiltrations. Ces constructions sur pilotis pour bien évidemment ne pas avoir de problème avec le terrain. Toujours un petit tour de toit. Vous voyez, il y a toujours une petite terrasse autour. On peut un peu qualifier de jardin. Et bien évidemment, on fait toujours prolonger le toit jusqu'à la fin de ces terrasses pour protéger des intempéries. Et donc du coup, pouvoir profiter quelle que soit la météo. Et donc pareil pour la montée, on la protège avec un autre toit d'inclinaison similaire. Et donc ça permet donc, quelle que soit la météo, de pouvoir profiter de l'intégralité de son terrain. C'est très malin, au lieu d'arrêter le toit pile au bord de la maison. Et donc du coup, par exemple, s'il pleut ou de la neige, d'avoir de l'accumulation ici. Parce qu'au nord du Japon, il peut tomber vraiment beaucoup de neige dans un très court laps de temps. Et donc c'est pour éviter que tout s'accumule devant les portes et que ça se bloque. C'est aussi simple que ça. Tout est pensé pour que ce soit pratique au quotidien. Donc, le japonais et les chinois sont juste logiques et dans l'intelligence et donc dans le fait de vivre très facilement. Donc, comme dit, les premiers châteaux et encore aujourd'hui, la plupart des châteaux sont dans ce style-là. Vous allez retrouver ces toits très évasés qui servent justement à protéger à chaque fois les terrasses. Et donc c'est à ça qu'on doit ces voûtes si particulières. Donc pour que, ici on a de la tuile, pour que finalement la terrasse ici en bas ne soit pas flouée, elle soit protégée de la météo. Et que du coup, tous les toits en fait protègent à chaque fois et se donnent une continuité les uns aux autres. Donc là vous avez à peu près le même exemple. Ici on a juste les marches qui ne sont pas protégées, mais on est sur du hors-sol. Donc là on est sur une dalle en pierre pour le coup. Et donc on retrouve bien toute notre structure en bois. On a une architecture qui ressemble beaucoup du coup un peu à celle qu'on a en Alsace encore de nos jours. Hein. Donc avec beaucoup de poutres apparentes, de bois qui sortent et qui servent à stabiliser et à tenir très facilement les structures. Alors les Japonais sont allés beaucoup plus loin. On a aussi l'art de l'emboîtement qui est très inégalé. Et vous savez qu'on voit souvent ça en vidéo.
savez, ce sont des structures où en fait, tout est fait pour qu'elles puissent s'emboîter, tenir et se supporter sans utiliser de clous, de vis ou de colle. Donc ça est dû à des découpes particulières du bois faites pour qu'elles puissent s'emboîter comme il faut. Donc là par exemple vous voyez par exemple une coupe de bois qui permet d'empiler le bois et donc d'avoir créé les poutres sur la gauche et sur la droite, donc de fermer tout le bâtiment et tout ça sans utiliser la moindre vis, la moindre colle, le moindre clou, la moindre corde, tout se tient entre lui-même, ce qui est très impressionnant. C'est un art à part entière. Il y en a, ils font vraiment des trucs, on se demande même comment ça rentre. Et donc ça c'était pour un peu présenter l'époque traditionnelle. Donc on a un premier style qui est daté de 500, donc du 5e siècle au 8e siècle, enfin du 6e siècle au 8e siècle. Et on a un deuxième style qui a perduré jusqu'au 12e siècle. Et ensuite on a des châteaux un peu plus contemporains qui sont arrivés. Par exemple ici vous avez le château d'Imeiji. Donc ça c'est, on va dire, du 13e siècle à plus proche de nos jours. Donc la pierre prend un peu plus le dessus, plus de solidité. Période de guerre oblige, hein, bien évidemment. Mais toujours les toits qui visent à protéger les chemins. Ici, on voit qu'ils sont un chouïa plus petits, mais ici, on a un chemin, ça se prolonge. Tous les toits se prolongent à peu près les uns les autres. C'est extrêmement impressionnant. Ensuite, dans la construction de ces maisons, je vous en ai parlé juste avant dans Flying Witch. Il y a quelques jours, si vous étiez sur YouTube, je vous ai parlé des fusuma. Vous savez, ces petits panneaux en bois qui coulissent et qui donnent lieu à des scènes très impressionnantes, souvent dans les animés. Si vous avez regardé Demon Slayer, il y avait une maison où du coup le pouvoir d'un démon jouait beaucoup avec ça. Et donc vous voyez, par exemple, ces Susumas, donc c'est ces portes qui sont sur des rails. Fusuma sont ces portes qui sont sur rails et qui du coup coulissent. Au Japon, on n'a pas beaucoup de place et du coup on est toujours dans l'optimisation de la place. Et donc la porte occidentale, comme nom le fait, qui s'ouvre, non seulement prend une place sur le plan fixe parce qu'elle est fermée, et prend une place parce qu'elle s'ouvre. Super combat d'ailleurs, c'était un super combat. Bonsoir Boz. Et donc là du coup les Japonais, toujours dans le truc de on a besoin de place, on optimise, eux font des portes qui sont sur rail. On a les baies vitrées dans notre équivalent européen. On a les baies vitrées, on a aussi très rarement des portes coulissantes. Chez nous elles sont souvent d'ailleurs à l'intérieur du mur, qui est différent. Donc on a la porte vraiment qui se glisse à l'intérieur et qui a juste la poignée à chaque fois pour ressortir. Mais on a effectivement beaucoup les baies vitrées qui se font là-dessus, mais eux c'est presque toutes les portes. Et donc du coup, ça sert tout simplement à modeler les pièces. Par défaut, on construit un salon. Et donc, construction en tatami, hein, j'avais oublié de préciser, hein, les constructions traditionnelles sont en sol recouvertes entièrement de tatami. Donc les maisons ne sont rarement comptées en mètres carrés, elles sont comptées en tatami. Donc souvent on a un nombre de tatami au sol et c'est la taille, on va dire entre guillemets standard pour faire des maisons. Généralement un salon de thé c'est 8 tatamis, voilà. Et donc du coup en fait on fait les pièces en fonction des tatamis. Et donc du coup ces portes coulissantes permettent de modeler à chaque fois la taille des pièces. Vous pouvez vous retrouver avec 3 pièces ou alors avec une seule pièce parce que vous avez ouvert toutes les portes. Donc du coup vous pouvez inviter plus de monde. Si quelqu'un veut dormir, vous fermez juste 2 portes. Vous mettez un futon au sol. Boum, vous avez réduit la taille de la pièce. Vous avez créé une nouvelle pièce. La personne peut dormir. Et c'est aussi simple que ça. Et donc du coup, tout ça sert à modeler l'ouverture des pièces. Et également, vous avez dû noter une chose, vu que c'est des constructions en bois, il n'y a pas de chauffage. Donc en fait, ce qui est important pour éviter la moisissure avec le bois, c'est de pouvoir aérer. Et donc du coup, les parois externes sont souvent en fusuma également, donc ces panneaux en bois. Et donc en fait, tout ça, en fait, ça permet juste d'entièrement ouvrir votre maison, de l'aérer, d'éviter la moisissure, d'éviter l'humidité dans le bois. Et donc du coup, de pouvoir conserver très facilement pendant une longue période votre bois et donc faire en sorte que votre maison continue de tenir, bien évidemment, parce que sinon vous avez l'air fin lorsque vous avez plus de bois parce que la maison s'est effondrée. C'est effondré. Alors du coup à l'époque, une porte de Fusuma faisait 182 cm de haut. Les géants de ce chat diront quoi ?
mais je peux pas traverser la porte, je suis obligé de me baisser. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on est monté à 190 cm. Les vraiment géants de ce chat diront, mais c'est pas assez. Bah là, j'y peux rien. Les Japonais sont petits, ils sont plus petits que nous. Moi, je dois être dans la taille normale là-bas, donc eux, c'est mes meilleurs potes, il n'y a pas de souci. Et donc, maintenant, actuellement, la taille standard, c'est 190 cm. Et donc, du coup, ces Fusuma, vous pouvez les retrouver sous deux différents noms. Vous pouvez retrouver... vous pouvez les retrouver... Bah, c'est faux. C'est pas le... C'est le rail, en fait, qui a deux différents noms. Si le rail est en haut, ça s'appellera le rail Kamui. Et si le rail est en bas, ça s'appellera le rail Shiki. C'est des précisions. Je sais pas pourquoi ils se sont dit on va nommer nos rails. Mais voilà, ils ont décidé de nommer leur rail. Et donc du coup, là vous avez vu des Fusuma unis, mais il en existe beaucoup. Donc du coup en bois, avec, vous savez, ces cadres en bois, un peu comme on le voit plus sur Flying Witch. Donc vous avez une base en bois et du coup vous avez du washi, du papier washi qui est tendu. Et donc du coup, on est arrivé à créer un art parce qu'ils se sont dit tant qu'à faire, autant dessiner sur ce papier washi. Et donc du coup, c'est devenu tout un art de dessiner sur ces washi, donc du coup de créer de l'art washi. Et donc du coup, les plus riches, plus on était riche, plus on mettait de l'art. Et c'était un peu un symbole d'argent. Un peu, voilà, ça montrait un peu que tu avais des tunasses et que tu pouvais dessiner sur ton papier washi, donc décorer ta maison. Et donc on décorait ça pour agrémenter les pièces, bien évidemment. Donc l'autre nom des Fusuma, voilà, elles sont juste là. Juste là, vous avez celui-là dont je vous parlais. Donc les Fusuma, et donc le nom de celles en bois, des rails en bois, donc des portes en bois, qui ont ce papier washi, s'appellent des shoji. Alors j'ai peut-être pas la bonne prononciation de l'accent, mais ça s'appelle shoji. Et donc c'est là-dessus qu'on a développé l'art, donc sur peut-être des plus grands carreaux également, pas sûr. C'est là-dessus qu'ils ont développé l'art, l'art de dessiner dessus, pour rendre plus esthétique les pièces. Et donc c'était vachement plus cool. Et donc du coup c'est arrivé un peu plus tard. On n'était pas au 5e siècle, hein, mais plutôt dans le 16e siècle. Donc c'est arrivé plutôt tard, hein, cet art-là. Du coup, les shoji sont faits en bois ou en bambou, bien évidemment. Ça veut dire barrière de bambou, littéralement shoji. Et donc ça sert bien évidemment, on les met souvent en extérieur pour ouvrir très grandement la maison, comme je vous l'avais dit. Et voilà. Parce qu'on en a parlé largement dans les Fusuma également, parce que ça parle de la même chose. Il y a un très grand livre qui s'appelle Éloge de l'ombre, qui porte sur l'esthétique japonaise, fait par Junihiro Tanizaki, qui explique le rôle des shoji dans le rôle des jeux d'ombre et de lumière. Parce que du coup, vous savez bien qu'avec de la lumière, on voit au travers. Mais du coup, même ça, c'est devenu un art. Même ça, c'est devenu un art avec ses parois translucides. Et du coup, voilà, les Japonais, ils laissent jamais rien d'inutile. Ils s'occupent de tout. C'est insupportable. C'est insupportable. Ensuite, on va arriver à une partie plus compliquée, que j'aime moins. À la maison, j'ai Living in Japan, superbe livre de maison et d'architecture japonaise. Oh, je veux bien... j'ai vu que tu as rejoint le Discord, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu as l'occasion juste de mettre la couverture du livre, comme ça je pourrais voir, comme ça je me tromperai pas d'édition, ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup. Là, on va traverser les âges et on va s'intéresser aux nobles. On va s'intéresser un peu aux riches, à ceux qui avaient le pouvoir. Et ceux qui avaient le pouvoir au travers des âges, pas de souci, merci beaucoup Léa. Et ceux qui avaient le pouvoir au travers des âges au Japon, ça change. Donc, on va commencer d'abord par la période du Shinden Zukuri. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé avant, j'ai dit on reviendra plus tard parce que c'est un autre bordel. Donc ça, c'est un style d'architecture traditionnelle japonais qui était développé à l'origine pour les palais et les manoirs de l'aristocratie. Et donc ça, on va le dater des années 800 aux années 1200. Vous voyez, on est déjà dans la période où le Japon s'est bien approprié l'art des Chinois et donc du coup le fait à sa sauce. Et le gros boom était particulièrement
au Xe siècle. Et donc en fait, il s'avère qu'il y a un modèle de construction très récurrent qui va s'opérer. Déjà, vous allez vous dire, c'est ouf, mais déjà, de base, il faut prendre en compte le grand carré qu'on voit à peine. J'ai envie de faire F11 pour qu'on la voit encore plus. Voilà. On va prendre en compte le gros carré. Vous voyez, le vraiment, genre, comme si on prenait en compte, là, les bordures de la table. On achète, en tout cas, ils achetaient tout le temps un terrain carré. Si je dis pas de conneries, un 109 mètres carrés, une connerie comme ça. Ou voilà, ils achetaient tout le temps un terrain carré d'une superficie fixe. Parce que vraiment, c'était un modèle récurrent. Ensuite, on construisait, donc pour rappel, hein, aristocrate et palais. La structure numéro 1, donc cette structure-là, c'est le palais ou le manoir. Ça va être la personne où ça va être l'endroit où vit le noble. Ça va être, pareil, un endroit avec beaucoup de pans. Hein. Donc ici, généralement, c'est que du shoji, que du fusuma. Donc pour faire des très grandes pièces. Donc ça va être la pièce principale. En face de cette pièce principale, généralement orientée au sud, c'est le palais de quoi ça? C'est un modèle du Higashi Sanjo-dono, qui n'existe plus. Il n'existe plus aujourd'hui, il a été détruit. Ça date... celui-là, normalement, il date du Xe siècle. Si je dis pas de bêtises. Mais celui-là n'existe plus, mais c'est le format standard. Enfin... C'est par exemple un des modèles sur lesquels tous les autres se sont appuyés. Ils sont généralement du coup explosés plein sud. Vous voyez, la porte principale est vers le sud pour donner sur un jardin à cour ouverte, hein, bien évidemment, avec du coup de l'eau, des petits ponts. En fait, on crée artificiellement du relief pour imager les montagnes. Et donc du coup... on crée volontairement ces endroits-là. Donc on creusait naturellement l'eau, on faisait volontairement ces ponts, et donc on mettait volontairement du relief dans le jardin pour créer tout ceci. Et donc c'était la cour principale. Je vais avoir besoin de me garder ça sur le côté. Ouf, non, pas en plein écran. Parce que j'ai besoin de savoir ce que tout est quoi. Parce que c'était très compliqué, tous les noms étaient en japonais en plus, donc... Comme le palais impérial à Kyoto, c'est pour ça que la grande bordure carrée de 1 km et quelques, c'est tout le terrain acquis, c'est ça. Ouais, en fait, tout ça, c'est le terrain acquis. Et comme dit, oui, effectivement, tous les autres se basent dessus. Bah ça, du coup, c'était la base de... bah justement, c'est une des bases qui était utilisée à Kyoto, parce que c'était sur cette période-là où Kyoto était la capitale. C'est pour ça que c'est exactement la même base. Effectivement, les Heian-kyo, donc sûrement dans le palais impérial, je crois que ça doit être la traduction, c'est exactement la même base. Et du coup, c'est 109,1 mètres de côté, voilà, c'est 109,1 régulier, répétitif, si satisfaisant. C'est effectivement toute la base de tous les palais au Japon. Et donc en fait, alors c'est très difficile de juxtaposer les noms japonais et les noms et de vous l'expliquer en français en parallèle. Mais du coup sur le côté, on va créer d'autres salles principales. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Je pense qu'à peu près toutes les structures pourront te parler parce que c'était l'architecture traditionnelle jusqu'au XIIIe siècle. Alors attendez, le Kitanotai. Le Kitanotai c'est le 2. Il va falloir que je retrouve ce que c'est. Je vous avais prévenu, hein, ça va être chaotique. Hein. Kitanotai. Ah, le Kitanotai, on n'en parle pas. Super. Parce que normalement, dans tout ça, donc vous avez la pièce principale. Vous allez avoir ce qui va donner plus tard à des dérives ce qu'on appelle les salles d'études, qui peut être soit la 2, soit la 4, je ne sais plus. Mais du coup, ce sont des lieux où on va décorer. Je vais vous montrer comment on les décore en temps normal. Oh, ah, je suis en train de me perdre dans toutes les touches.
voyez, vous allez avoir ces pièces qui vont devenir les salles d'études. On va décorer, on va redézoomer l'image, bien évidemment. Vous allez voir, du coup, aussi, vous allez avoir ces salles d'études. On va mettre des étagères en quinconce, des petits bureaux intégrés. Ça va être une pièce très lumineuse, du coup, qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer au gré des volontés de la personne. Donc, ça, vous allez pouvoir donc le retrouver, je ne sais plus si c'est en 2 ou en 4. Donc, du coup, après, vous allez avoir plein de couloirs qui vont servir à connecter, qui vont également pour les sujets. Pas trop de sujets, hein, c'était vraiment essentiellement pour le noble, mais qui vont servir à se balader, à faire découvrir tous les pans. Donc on est vraiment à l'époque dans une volonté d'esthétisme. Vraiment, on est dans un très 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 grand esthétisme à l'époque pour faire les cérémonies avec des cours intérieurs également pour rendre les endroits vachement plus privés. Donc ici vraiment à l'époque on est dans une volonté du m'as-tu vu. On est vraiment dans du m'as-tu vu et du coup on poste les soldats à des endroits stratégiques quand on veut protéger bien évidemment. Et donc ça c'était à l'époque où c'était pour les nobles. Et donc c'était le Shinden Zukuri. Ensuite, il y a eu la période où le Japon était en guerre. Enfin, en guerre, il y avait la guerre entre plusieurs daimyos, c'était une guerre interne, et c'était un peu cette volonté d'unir le Japon. Et là, on va arriver à la période historique que je suis en train de lire et de découvrir, qui est celle de Oda Nobunaga, qui est la période la personne qui a réussi la plus grande réunification du Japon, et à qui on doit le Japon d'aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque, avant qu'il arrive, ça a duré très longtemps. Et donc, du coup, les nobles, ou en tout cas juste les bourgeois, n'étaient pas suffisants. L'aristocratie n'avait plus de pouvoir. Le pouvoir militaire avait pris le dessus. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un style qui ne sera plus le Shinden Zukuri, mais qui sera le Shoin Zukuri. Et donc du coup, on va avoir des bases similaires, mais adaptées. Donc avant, on était beaucoup dans le m'as-tu vu, c'est très beau, c'est très esthétique. Aujourd'hui, en tout cas, enfin à l'époque où les militaires étaient au pouvoir, entre guillemets, en tout cas les personnes les plus influentes dans le pays, on va avoir les structures existantes parce que forcément il y a des annexes et ce genre de choses. Et bah du coup, on va avoir cette pièce centrale qui va servir entre guillemets de QG, qui va servir au chef présent de l'armée qui occupe l'espace. Ce sera son QG entre guillemets principal. Donc, comme il y a toujours ce système de panneaux, il peut fermer et bosser tout seul sa stratégie, ou ouvrir et faire des rassemblements stratégiques par les stratégies, mettre au point les choses avec toute son armée. Et du coup, tous les quartiers qui avant servaient à faire de la cérémonie, à faire les études, qui servaient juste de couloir, etc. Tout ce genre de couloir va être entièrement réaménagé. On va donner beaucoup moins d'importance au jardin parce que on s'en fout. On s'en fout, on n'est pas là pour que ce soit beau. On va donner beaucoup moins d'importance au jardin et aux étangs. Et on va juste faire plus de quartiers pour dormir, pour qu'on puisse accueillir beaucoup de troupes et beaucoup d'armées, beaucoup de membres, afin de défendre des positions stratégiques. Et donc ça commencera d'abord avec ces manoirs et ces palais, et ça s'étendra plus loin au format des châteaux. Châteaux qui auront pour la plupart du temps des positions très stratégiques au Japon. C'est très rare qu'un château ne soit pas construit en amont d'une montagne, parce que être construit en hauteur, c'est avoir une position stratégique forte sur son adversaire qui n'a pas de solution pour se protéger du ciel s'il essaye de lancer un assaut. Donc du coup, la plupart des châteaux au Japon, en tout cas dans les côtés très ruraux, sont construits essentiellement sur des monts ou toujours en hauteur pour avoir un point stratégique. Et du coup, généralement, la seule réponse qu'on peut offrir à ça, c'est de trouver l'autre montagne la plus proche et de construire un château également très haut. Voilà, du coup, on joue en château contre château, et c'est pour rendre difficile les assiègements, c'est pour rendre difficile l'épuisement des ressources, parce que finalement, le but, c'est d'épuiser l'ennemi qui tente de vous assiéger avant que vous ne soyez épuisé vous-même.
à l'instar de la France où on a beaucoup de châteaux à basse altitude et aucun moyen de repli dès qu'on est assiégé. Et ben les Japonais, eux, faisaient très rarement ça pour les châteaux, toujours en hauteur. Et les quelques maisons, elles pouvaient être, on va dire, plus à ramote, mais parce qu'elles servaient, on va dire, d'avant-lieu ou d'avant-garde pour le château à terme. Et donc du coup, c'était plus pensé dans ce sens-là, et c'était pas toujours grave de les perdre. C'était chiant, on essayait de défendre ses points parce que c'était important. On faisait plus des grandes barricades autour, bien évidemment, avec des points d'entrée très stratégiques. Et donc du coup, tout était devenu militarisé, pensé pour la guerre. Et le manga L'homme qui tua Nobunaga présente beaucoup cet aspect parce qu'on est vraiment dans la même période de guerre. Voilà, et donc ces salons que je vous avais présentés, qu'on appelait les salons d'études, eh bien deviennent du coup la salle principale pour les militaires qui vont du coup s'en servir pour mettre au point leur stratégie et mettre en avancée leur tactique. Et ce sera également utilisé comme dans pas mal de monastères, parce que les monastères, donc le bouddhisme et le shintoïsme, ont toujours eu, même surtout en période de guerre, ont toujours eu une très grande influence, surtout sur le peuple qui souhaite que ça se termine, qui prie les dieux. Donc on sait que la religion n'est jamais aussi forte qu'en période de guerre, parce que les désespérés se retournent vers les foi inexistantes qui leur restent. Et donc du coup, les deux grandes puissances étaient les armées et les monastères. Et donc du coup, ils utilisaient également la même méthode. Ensuite, dans un troisième temps, passé cette grande période de guerre, passé cette grande période de réunification du Japon, nous allons arriver à une troisième dérive. On passe du Shoin Zokuri au Sukiya Zokuri, qui va être plus résidentiel parce qu'on est dans un pays qui a passé les guerres, qui est enfin réunifié, qui est dans une situation stable et qui du coup va pouvoir construire des maisons un peu plus durables, comme on le voit ici, en récupérant les mêmes bases. Donc vous voyez, hein, on a une maison, donc ici on a une base pilotis, les plinthes ici ont été complétées, mais elle est bien sûr pilotis, elle est en hauteur. Hein. Ici vous voyez d'ailleurs que c'est complété en bois sur la gauche. Ici vous voyez qu'on a des panneaux qui sont prêts à coulisser, moins qu'à l'époque, et qu'on a notre toit qui déborde, bien évidemment, pour protéger tout le côté et éviter d'avoir des accès bloqués pour qu'on puisse se balader. Et donc on a un côté vachement plus résidentiel, des plus grandes maisons. Mais on garde les mêmes bases, on récupère les bases de des aristocrates à l'époque. Donc des étangs d'eau, de la profondeur, on crée de l'altitude, on fait des ponts. Et donc du coup, on se crée un relief local pour habiller son jardin et rendre la chose plus agréable, plus esthétique. Et donc ce sera notre dernier mouvement traditionnel japonais qui va prendre le nom de Suki raffiné et plaisir provoqué par des activités élégantes. Donc on retourne vraiment à l'époque de l'aristocratie, mais sans la guerre, sans le fait que ce soit bourgeois, ça devient accessible à tous. Bon là les photos que vous avez vues, c'était la villa impériale de Katsura, mais voilà. Je vais vous montrer également les salons de thé qui étaient en 8 tatamis, hein, comme on en avait parlé. Vous en retrouvez beaucoup dans les mangas et dans les animés, notamment My Hero Academia. On en voit un dans les dernières saisons, quand ils font la kermesse au lycée. On voit une petite maison de thé. Et donc ça, vous voyez, c'est l'architecture traditionnelle. Une inclinaison assez dure pour que l'eau et la neige tombent rapidement. Du coup, ici, c'est assez ouvert en fenêtre. Et donc, normalement, l'espace à l'intérieur, c'est compté en tatami. Et vous voyez, on peut ouvrir. On a du lieu sur l'extérieur. Et vous voyez, derrière, toujours un jardin. On crée du relief. On met de l'eau. Les mecs sont sur une île, ils rajoutent encore de l'eau. Et du relief, des bonsaïs, des arbres taillés. L'art de l'arbre, enfin, de tailler des arbres. On pourra en parler, hein, de l'art floral. Hein.
Ça pourrait être un thème à rajouter. Coucou Manon, comment ça va? Et donc ça, c'était notre dernier mouvement, le dernier grand mouvement de l'art traditionnel japonais. T'ai remis des photos sur le Discord par rapport à ce que tu disais. Je vais jeter un coup d'œil très vite fait. Et chez mes parents, j'ai trouvé sur la couverture. Ok, alors du coup, Léa nous a mis la photo, c'est très gentil. Ah oui, je me souviens avoir vu cette vidéo du parler impérial. C'est... Ça refout le seum de voir ça. Gucci, tu peux arrêter de nous foutre les nerfs, c'est exactement ça. Mais c'est des exemples parfaits. C'est des exemples parfaits. Ça va bien, toi, ça va très bien, merci Manon. C'est des exemples parfaits de ce que représente l'architecture. Et effectivement, je pense que tu peux te balader n'importe où. Au Japon et c'est à peu près ce que tu vas retrouver. On va repasser un peu dans les anciennes maisons. Vous savez, je vous avais parlé de ces toits très particuliers qu'on pouvait retrouver très inclinés au Japon. Et bah, je vais vous montrer un peu leur mise en situation. Quand mon clic souris voudra bien fonctionner. Voilà, bien évidemment. Nickel. Vous allez voir, c'est particulier. Hein. Je vous préviens. Vous pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant, ça marche. Voilà. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un très vieux toit où c'était encore fait en chaume. Donc, c'est des toits très épais pour avoir le plus possible de l'imperméabilité, donc limiter les fuites. Vous voyez que du coup, on fait en sorte que ça puisse être aéré de part et d'autre sur les deux pans principaux de la maison. Hein. Donc ici, on a du shoji, ici on a du shoji, et c'est pareil de l'autre côté. C'est fait pour que l'air puisse traverser, que le bois ne pourrisse pas. Et donc du coup, à chaque fois, toutes les parties sont faites pour qu'on puisse protéger. Vous voyez qu'ici, par exemple, on est sur des maisons détenues par de la classe sociale faible. Ce sont des maisons de classe sociale faible, paysans, artisans, pêcheurs, ce genre de choses. Donc les toits ne sont pas extrêmement prolongés ni très hauts. Vous voyez que d'ici, on a à peine une hauteur, même pas, donc c'est déjà mansardé. Et donc du coup, ça va pas jusqu'au bout. Là, par exemple, on a un autre type de toit où on a un toit qui est avec colonne centrale. Donc en fait, il y a des piliers principaux, ce qu'on appelle le U inversé. Donc il y a un pilier principal ici, il y en a un deuxième ici, il y a une grosse poutre là. Donc ça s'appelle le U inversé. Il existe 5 ou 6 méthodes de base pour construire son toit. Et donc du coup, on a un toit très incliné. Et vous voyez, pareil, hein, toute la partie qui est en pierre là, à l'intérieur, bah, tout ça c'est protégé par le toit. Et donc ici, on a une protection de tous les côtés. Pareil, c'est une maison de classe sociable faible. Et donc là, par exemple, vous avez une très très bonne illustration de quand il neige. Vous voyez la couche de neige qui est là en haut? Est-ce qu'on peut zoomer? On va zoomer. On va zoomer. Là, vous voyez très bien la bonne couche de neige. Il y a au moins une vingtaine de centimètres. Et donc, du coup, c'est vraiment fait pour que tout glisse le plus possible le long du toit et que rien ne reste coincé. Hein. Là, il y a plus d'une voiture de neige empilée. Hein. Et donc, ça leur permet en fait de toujours avoir accès. Bah, ils peuvent faire le tour de la maison par extérieur. Ils peuvent toujours aérer la maison. Et du coup, il y a très 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 peu d'infiltration. Et vous voyez que c'est très efficace hein, parce qu'en dehors de la structure centrale, et bah, il n'y a presque aucune glace qui reste. Sauf quand vraiment il y a trop d'amas de neige. Et donc, bien joué à eux. Bien joué. Ils ont été très malins. Et donc, plus on était riche, plus le toit descendait au sol. C'est à peu près... voilà. C'était à peu près ce qu'il faut retenir. On montrait qu'on en avait, donc du coup, on mettait ça jusqu'au sol. Ensuite, il y a des items que vous avez pu voir peut-être dans Animal Crossing et vous saviez pas trop ce que c'était. Voilà, ça c'est un foyer central. Donc c'est vraiment intégré à l'intérieur de la maison. Donc ici on est sur un parquet, on n'est pas en tatami. Ici on est sur vous voyez, on a un foyer central et donc ça en fait, c'est ici qu'on va cuisiner. Et dans Animal Crossing, cet item, ça s'appelle un acre. Et on dirait un item d'extérieur, vous savez, on voit notre petite marmite. Et du coup, ici, notre petit truc où le chaudron est accroché. Donc du coup, c'est accroché au plafond. Âtre. C'est peut-être un âtre. Ouais, c'est peut-être âtre. Je sais. Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché. Mais cet item, par exemple, il y est totalement dans Animal Crossing.
Et c'est genre juste un foyer central qu'on retrouve traditionnellement au Japon. Je crois que c'est un âtre. Ah bah voilà, j'ai pas besoin de confirmer, enfin j'ai pas besoin de chercher, l'outil me confirme que c'est bien un âtre. Moi je suis un connard, je l'ai mis en extérieur. Mais voilà, ça c'est un foyer central. Et donc c'est un item que vous retrouvez dans Animal Crossing, je crois qu'il est fait à base de bambou. Et donc ça c'est un foyer central fait pour allumer pour entretenir le feu. Et vous voyez ici on en a un, voilà, celui-là il est fait en bambou. Et vous voyez qu'il est un peu plus travé, on est sûrement sur une maison un peu plus élevée, hein. On voit que c'est plutôt beau. Plutôt une belle maison comparée à celle-là, hein, qui a l'air un peu plus ancienne. Et donc ça c'est le foyer central, c'est ici qu'on cuisine, etc. C'était là qu'on le faisait à l'époque. Et donc c'est très marrant de retrouver cet item dans Animal Crossing. Parce que bah, voilà, ça m'a fait rire, parce que j'aime beaucoup. Et voilà, pour vous montrer d'autres exemples de maisons. Je savais pas que ça se mettait en intérieur moi non plus. Bah, je t'avoue que j'ai eu confirmation aujourd'hui, quoi. Je t'avoue que j'ai eu confirmation aujourd'hui. Mais je trouvais ça bizarre aussi, hein, comme item, hein, de base. Hein. Et là, par exemple, vous avez des exemples de très vieux villages où, vous voyez, la plupart des maisons, ce sont les toits très épais avec cette inclinaison si particulière fait pour que ça tombe, pour que tout tombe comme il faut. Là, vous avez une maison très 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 traditionnelle. Ça, c'était une famille de riches à l'époque, hein. Attention. Hein. Et là, par exemple, vous avez l'aperçu d'une ancienne grande maison, et pareil, de nobles. Donc vous voyez que là, les toits sont très bien travaillés avec cette grosse structure sur centrale. Hein. Donc on met le toit de base et on remet une structure par-dessus. Voilà, c'était des exemples. C'est sûrement l'aftertech la plus illustrée qu'on ait. Mais en même temps, c'est difficile de vous parler de toit de maison et de forme de maison sans vous en montrer. C'est voilà, c'est très compliqué. Et voilà, j'ai d'autres exemples de l'architecture à ce moment-là. Donc on a le pavillon de Phoenix qui date de 1500, qui reprend extrêmement bien ce qu'on parle, hein, voyez. Les escaliers, la structure de base, donc le salon principal, les couloirs annexes pour se balader, toujours exposé plein sud, avec un étang, avec le petit jardin, et de l'autre côté, normalement, il y a l'espace pour les cérémonies. Celui-là, c'est celui-là qu'on a vu au tout début. Non, c'était pas celui-là, mais pareil, très bon exemple. Et par exemple, ici, vous avez... pareil, celui-là, il est disponible. Voilà, la Padog. C'est aussi un item rare que vous pouvez avoir, un monument que vous pouvez avoir dans Animal Crossing. Padog à 5 étages. Je crois qu'il y en a peut-être plus dans celui-là d'Animal Crossing. Mais voilà, vous pouvez le retrouver. Et c'est de l'art traditionnel japonais qu'on peut retrouver un peu partout. C'était le boom de l'architecture traditionnelle. Et je vous promets qu'on n'a pas tout fait. Genre, j'ai vraiment fait ce que j'arrivais à recracher. Je vous invite très grandement si ça vous intéresse. J'en ai une. Ouais, il me semble que toi, tu l'avais eu, la Paddock. Moi, j'ai pas eu la chance d'en avoir. Dommage. Mais moi, j'ai eu aucun monument dans Animal Crossing. J'ai le seum. Mais voilà, l'architecture traditionnelle, c'est vraiment très très large. Parce que vous doutez bien qu'en 40 minutes, j'ai pas couvert entièrement le 5e au 15e siècle. Pour vous dire à quel point les Japonais sont conservateurs. C'est qu'on estime que pour faire ce genre de construction, il faut qu'il y ait une entente. Moi aussi, tu peux l'avoir avec Gulliver. Ouais, mais Gulliver, je l'ai eu 3 fois depuis le début du jeu. C'est pour ça l'arnaque. C'est bon, je sais pourquoi j'ai l'arnaque. J'ai vraiment eu 3 fois Gulliver depuis le début du jeu. Petit bonus des anecdotes. Tout a une importance. Le terrain a une importance. Le propriétaire a une importance. Le charpentier, l'artisan a une importance. Ses outils ont une importance. Et l'entente, le feeling qu'il y a entre eux tous a une importance. C'est-à-dire que post-Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artisans ont refusé, véridique, hein, vraie anecdote, pas de mensonge, suite à la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'artisans ont refusé des offres de boulot de reconstruire des maisons comme je vous les ai présentées là pendant toute la soirée parce que ils ont dit j'ai perdu mes outils pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de... En fait, pour eux, c'était pas possible de le faire avec un outil moderne. C'est pas possible de recréer un outil, même s'il est identique.
et de faire le même boulot parce que ce n'était pas le bon outil, c'était pas la même chose, le feeling ne collait pas. Si il sentait pas le terrain, il y allait pas. Si le client, donc le propriétaire du terrain, ne sentait pas en harmonie avec l'artisan, il changeait d'artisan parce que ça collait pas. Enfin, il y avait vraiment un besoin de vraiment que ce soit parfait entre tout. C'était vraiment, faut imaginer une roue et s'il manque une partie de la roue, et bah les mecs disent non, c'est pas possible. Et la partie de la roue, ça allait jusqu'à la possession des outils. Et c'est pour ça que suite à la Seconde Guerre mondiale, la plupart des... on a perdu beaucoup d'architecture traditionnelle parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements. Vu qu'il y a beaucoup de structures en bois, parce que c'était du traditionnel, beaucoup de choses brûlaient et ça brûlait très vite. Et comme la plupart des artisans ont perdu leurs outils, et ben ils ont refusé d'en refaire. Donc du coup, on a beaucoup de ruines de ces très vieilles, de ces très vieilles structures. Mais du coup, le moderne a pris sa place parce que là, il y avait les outils pour, mais qu'ils estiment pour beaucoup ne plus avoir les outils pour refaire ce traditionnel. Parce que l'honneur japonais, voilà. Donc l'art traditionnel japonais est voué à malheureusement disparaître si les constructions ne tiennent pas ou si l'ego japonais ne change pas. Voilà. En tout cas, j'espère que tout ce boom d'informations, là, pam, tout ce que vous avez bouffé pendant 40 minutes, là, ça vous a plu, que vous avez découvert des choses. Atom nous a laissé des petites images sur le Discord de son séjour au Japon qui foutent le seum. Et qui foutent le seum. Et Léa nous a laissé aussi la couverture de son livre, donc du coup aux éditions Tanshen, Living in Japan, qui a l'air d'être... du coup on voit très bien un âtre dedans, on voit très bien le foyer d'un livre avec du coup beaucoup d'architecture traditionnelle japonais. Il y a beaucoup d'autres livres très imagés qui existent. Peut-être que je devrais vous faire un jour taper dans ces petits livres que j'ai là, parce que je sais que j'ai quelques livres qui traînent. Mais on y viendra une autre fois. En attendant, on va choisir notre thème pour la prochaine fois, si vous le voulez bien. Donc on va faire notre petit sondage. Donc préparez vos Vemoola. On va commencer, on va taper prochain thème. Alors il y a 2 semaines, c'était trop bien. On a eu beaucoup d'idées de thèmes. Ce qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, il faudra que je raye l'architecture traditionnelle. On peut mettre architecture moderne. On va mettre la montée technologique. Choisis un peu mes préférés parmi tout ce qui est disponible, hein, bien évidemment. L'art des forgerons, ça c'est trop ouf. Ça doit vraiment être d'avoir des sales histoires. Au maximum, je peux mettre 5 thèmes. L'air et d'eau, ça a été fait. On a fait l'histoire du Japon. J'ai pas le numéro de la Védothèque là sous la main, mais je vais te donner ça juste après. Je crois qu'on n'a pas fait un gros focus air et d'eau. On avait fait à peu près toutes les aires. Mais je te confirme ça juste après. Les samouraïs. C'est l'époque Edo. Ouais, on avait déjà eu cette discussion en plus. C'est que l'ère, en fait, c'est une grande période. Non, l'ère, ça correspond à un empereur. Et une époque, c'est un plus grand courant de... sûrement régi par les lois, par des périodes historiques, des temps de guerre, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est ça la grande différence. Donc ère égale empereur, époque égale grosse partie d'empereur. J'écoute en cours, c'est très bien Atom. Et on va faire le thème sur les animaux. Autoriser les votes supplémentaires par Vemoola. Je vous laisse 2 minutes comme d'habitude. Et le sondage est apparu. Vous avez le droit de claquer tous vos Vemoola, de voter pour le thème qui vous fait le plus plaisir, de vous battre pour que ce soit celui-là qui tombe.
Et bah, ce sera avec plaisir en fait, bien évidemment. Est-ce que je peux modifier directement mon texte et le rayer? Poum, rayé, nickel. Bien évidemment. Alors, premier vote sur Samouraï et sur les animaux qui viennent de tomber. Donc on commence peut-être déjà à avoir des préférences. Samouraï, on va essayer peut-être un peu de faire large, hein, si jamais. Les animaux, comme on en avait parlé, on va parler de la place des animaux au quotidien. Les Japonais ont des très petits espaces. On en avait un peu abordé le sujet du fait qu'ils puissent pas souvent adopter des animaux, sauf s'ils sont riches, bien évidemment. Donc du coup, les animaux de rue sont très riches, sont les rois. Parce que du coup, bah, c'est les seuls qui croisent. Ah, ça se joue entre les deux thèmes. Hein. Samouraï, animaux. Je crois que j'aurais bien aimé que l'art des forgerons... J'aurais bien aimé que l'art des forgerons soit en lice aussi. Oh, il y a eu un pic sur les animaux, là. Oh, la vache. Il y a eu 35 votes sur les animaux qui le met à 92%. Ok, je pense que c'est clair. Alors, l'avantage, c'est que j'ai déjà un peu bossé dessus à l'époque. Sur l'île des biches, l'île aux chats, ce genre de choses. Je peux pas payer avec ma Vemoula. Ah bon? Mais go les animaux. J'avais autorisé pourtant. Hein. Ah si, vous pouvez payer. Sinon il y aurait jamais eu 36 votes. Ah juste ça bug. Ah oui. Et puis t'as pas le temps de refresh, il reste plus assez longtemps. J'ai des photos des biches de Nara. Oh, j'en veux. J'en veux. 92% des voix sur les animaux. Donc, nous allons nous retrouver dans 2 semaines pour discuter de la place des animaux au Japon, au quotidien, donc dans plein de situations. Hein. Donc, on va aborder vite fait. Hein. Il y aura ces îles, comment ils peuvent adopter ce genre de choses. Ça va être ultra cool. Donc, malgré toutes les bêtises que j'ai pu dire dans la Védothèque concernant la date de notre prochain stream en live, ce ne sera pas le 5 juillet, mais le 28 juin, comme m'a corrigé Atom entre les 2 épisodes. Donc, voilà. Désolé, hein, parce que je me suis trompé de date. Mais sinon, après le 28 juillet, enfin après le 28 juin, ce sera le 12 juillet, donc à une semaine près, finalement, on se retrouvera. Merci à tous d'avoir suivi ce très long épisode, encore une fois, sur l'architecture de l'Aftertech, qui portait sur l'architecture traditionnelle au Japon. C'était pas exhaustif. J'ai parlé du plus possible que je pouvais, bien évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour en faire encore plus. Cette fois sur les animaux, ça va être très cool. Bien évidemment, Védothèque, un nouveau manga à découvrir. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci d'avoir suivi. Des bisous. Au revoir.